avec moi à mes côtés trois grands auteurs justement qui sont spécialisés sur le thème du mouvement polar. Donc, je vais commencer les présentations. J'ai les talents. À mes côtés, donc Cicéron Angledroit. Cicéron Angledroit qui est connu pour... il a publié 10 romans. Donc son dernier roman, c'est Tel est le prix qu'il fallait prendre. Et j'ai noté des titres sympas. Il y a Tiens bon le pinceau, il y a les coulures, ou encore Tout est bon dans le boulot. Donc c'est un point plutôt original, vous allez voir. Alors il y a également Stanislas Petrovski. Alors Stanislas, lui, l'auteur de plusieurs romans. Il vient de sortir récemment UTT 20 et 100, mais il est aussi et surtout aujourd'hui, pour cette conférence, l'auteur de la série Requiem. Donc il ne parlera tout à l'heure de son personnage, c'est vraiment un personnage très particulier qui mérite le coup. Et pour terminer, il y a Nick Gardel, au milieu, qui... si c'est comme ça, moi-même je resterai pareil. Nick, il est auteur de plusieurs romans. Il a sorti... son dernier roman, c'est Laisse tomber, petit manuel de survie en milieu grabataire. Donc vous l'avez compris, c'est tout un programme. Vous avez compris, ils mettent tout dans le titre. C'est vraiment choisi le pseudo, moi choisi les titres, il n'y a que lui qui écrit. Vous verrez, c'est pas tout à fait ça, parce que j'ai quelques extraits pas piqués d'âme. Donc voilà. Et donc la première question qui vient, c'est l'humour. Donc il est omniprésent dans tout le roman. Hein. Comment on en vient à mélanger polar et humour? Donc Cicéron. Moi au départ, c'était pas. C'est assez bien. Voilà, mon credo, c'était pas de faire des bouquins d'humour, c'est de faire des polars. Et il se trouve que mes personnages prennent souvent le dessus et se transforment en situation buesque ou comique. Voilà. Le credo, c'est quand même de faire un vrai polar au départ, c'est pas vraiment faire des bouquins d'humour. Alors ouais, j'ai décidé de prendre contre-coup de tout ce qu'il allait dire. Mon créneau, c'est de vous faire rire d'abord. Je fais très attention à ça. Et je veux pas faire des polars. Je suis contre. C'est incroyable. En fait, moi, peu m'importe ce que j'écris, la seule chose que je veux, c'est donner de l'émotion et me la donner à moi en premier. Donc si je me marre en écrivant, ou si... peu importe ce que je ressens, c'est ce que je veux faire. Et donc c'est vrai qu'avec Requiem, j'ai pris le truc de l'humour, mais surtout d'interpeller le lecteur, de jouer avec lui. Fais gaffe, hein. Déjà j'ai du mal à mettre en route. Alors, donc en fait, vous l'avez compris, c'est trois auteurs avec trois styles différents, qui ont chacun des auteurs très différents. C'est l'univers, je crois que c'est le mot, c'est l'univers. Le mot, c'est l'univers. En fait, c'est un jeu en même temps. Si vous trouvez tous les mots qu'il veut dire, vous gagnez un livre. Est-ce qu'on vous a tous mis une grille de bingo? Voilà. Il y a des lots à gagner à la fin. Si vous avez une ligne, vous avez le droit à une entrée gratuite. Et si vous avez la carte complète, vous avez le droit à un café. Meilleur que celui-ci d'ailleurs. Alors Stanislas, il a un personnage très particulier qui s'appelle Requiem. Stanislas, est-ce que tu peux nous présenter ton personnage? Donc Requiem, c'est en fait le nom de code d'Esteban Meïdeux, qui est un agent spécial des services secrets du Vatican, le Solidato Pianum, et bien sûr il est prêtre, parce qu'il recrute personne d'autre. Mais la première chose qu'a compris ce prêtre, et ce qui est vrai, c'est qu'en aucun cas il n'a fait le vœu de chasteté, mais de célibat. Et ça a changé toute sa vie. Quoi. Donc c'est un curé hors norme qui m'a été inspiré par deux prêtres bien spécifiques. Guy Gilbert, d'un autre côté, le marginal de Belmondo, mais je crois qu'il est flic. Il n'est pas prêtre, donc... mais voilà, et j'ai voulu faire de ce personnage un enquêteur hors norme, et comme beaucoup, je suis allé au caté étant gamin, et en fait, c'est le curé que j'aurais voulu avoir au caté, quoi. Le mec, quand on lui claque sur la joue droite, il va pas tendre la gauche, il va mettre un coup de boule et un coup de genou dans les aumônières pour régler le plus rapidement possible. Non, je suis d'accord, j'ai une idée. En fait, j'ai connu un curé comme ce qu'il a. Pas aussi violent, mais un curé qui était capable de monter sur les tables et d'engueuler le maire communiste de la commune, etc. Enfin, voilà, j'ai connu un vrai curé. Ah, t'as vu Traite en Camillo? C'est ça. En fait, j'ai une histoire assez intime avec le curé. Ah, d'accord. Non, non.
Alors justement, j'ai relevé une citation extraite de Requiem, je vais vous la lire, plutôt pour présenter le personnage encore un peu plus. Alors, donc Stanislas, il écrit Requiem, c'est un pseudo, un nom de code. Non, mon véritable patronyme, c'est Esteban Loïdeux. Je sais, Esteban ça claque, ça fait exotique, ça plaît aux femmes. C'est le souvenir des cités d'or pour la Cadra qui retrouve une seconde jeunesse. Enfant du soleil. Et par contre, le hideux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus de l'amour. Et Père le hideux, c'est encore pire de Requiem. J'aime bien, ça sonne bien. Puis un type qu'on a Requiem, tu as tendance à t'en méfier, pas vrai? Alors maintenant, à Cicéron. Donc Cicéron, lui, son personnage, c'est Cicéron le roi. Donc, plus original, c'est difficile de faire. Donc Cicéron, est-ce que c'est pas trop courant et en même temps il fallait oser? C'est ce que je me suis dit, comme un personnage. Alors ça a toute une histoire, ce personnage. C'est quand j'ai commencé à écrire le premier sur les tubeux, je n'avais pas de nom intelligent pour mon détective. Donc je suis parti sur Cicéron Henri III, comme j'aurais pu être Jean-Louis Tartampion ou n'importe quoi. Et puis je suis attaché à lui, et puis bon, d'un coup je l'ai conservé. Et donc maintenant c'est mon identité, on va dire. Voilà. Et lui par lui-même, il n'est pas très rigolo. Hein, c'est quelqu'un de. Cicéron, non, c'est plutôt l'environnement qui est rigolo. Ses copains sont plus rigolos que lui. Voilà, lui, il sait se vivre, en fait. Voilà. Alors, ce que j'ai noté, moi, chez Cicéron, donc dans son premier roman Soisel et Tueux, dans la présentation, il dit Cicéron le roi, ça vous épate, ça sonne comme nom, et pourtant ça fait 35 ans que je me le traîne. Angle droit, il n'y pouvait rien, mais Cicéron quand même. Alors c'est vrai que j'ai pris comme pseudo le rôle de détective parce que j'écris au présent, à la première personne, et puis j'interprète beaucoup de lecteurs dans le bouquin. C'est-à-dire que le lecteur est un personnage au même titre que les autres dans mes histoires. Alors maintenant c'est Annick, n'aie pas peur Annick. Annick. Alors lui, il y a la trilogie de Peter Raven, donc et ensuite il est passé à des personnages ponctuels dans plusieurs de ses romans. J'ai repéré Michel Marchandeau, ancien vigile, et son tout dernier personnage, celui-là qui n'est pas piqué des hannetons, c'est Antoine Spitzer. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai créé pas mal de personnages au cours de mes différents romans. J'ai créé des univers différents avec pas mal de personnages récurrents, et j'ai même fait un livre qui me permettait de réunir tous les personnages que j'avais déjà créés en un seul roman. Et le dernier, Laisse tomber, c'est le premier roman que j'écris qui est hors de cet univers. Donc il m'a fallu partir de rien, et j'ai donc créé les uns après les autres uniquement des personnages très hauts en couleur, ou des personnages très pas caricaturaux, mais qui avaient une identité vraiment forte. Et donc Antoine Spitzer, qui est un inutile, un rentier d'une cinquantaine d'années, obèse, qui ne fait pas grand chose dans la vie, si ce n'est de regarder ses films qu'il a hérités d'un magasin de vidéos, de location de vidéos, et qu'il a gardé. Et voilà. Et c'est encore une fois, ça c'est une des caractéristiques de mes romans, mis à part Droit dans le mur, c'est un personnage qui subit l'action. C'est pas un personnage moteur qui va de l'avant, c'est un personnage qui va subir ce qui lui arrive, parce que forcément tous les gens autour de lui sont méchants, tout simplement, et vieux. C'est vrai, c'est de le préciser. Et ça mérite le détour. Je dis que les personnages sont vraiment très originaux. Alors ce que j'ai remarqué aussi, tous les trois, ils ont quelque chose en commun aussi, dans leurs livres. Ils ont des scènes taurines, on peut le dire, des personnages avec une libido plutôt conséquente, et il y a aussi pas mal de dialogues où ils utilisent de l'argot. Donc j'aimerais leur demander quelles sont vos sources d'inspiration à tous les trois. Je crois qu'on va se rejoindre sur beaucoup de choses. Moi j'étais élevé à Saint-Antonio, Connerie d'Art, donc ça peut se ressentir déjà dans la construction. Alors, moins l'usage de l'argot, mais la manière de parler, de faire des digressions, des choses comme ça vient de lui. Et j'ai carrément compris un de ces personnages, c'est René, qui est vraiment
Alors au début c'était pas ça, mais maintenant je me rends compte que c'est vrai en fait. Et donc Santonio, sinon j'ai lu plein de choses différentes, mais l'origine c'est là. Alors moi c'est tout à fait fortuit, cette parenté. San Antonio, bien sûr, et encore que je ne sois pas un grand adepte de San Antonio, je suis plus détaché de Berrulier. J'ai du mal avec l'humour graveleux de Berrulier, qui a sa place dans les San Antonio, mais je trouve que l'exercice est trop casse-gueule pour en faire un roman. On a vite fait tomber dans une certaine vulgarité. Donc, moi, en fait, mes romans sont des histoires de potes, sont des histoires d'amis. Et il n'y a pas de meilleure amitié qui existe graphiquement, enfin, au cinéma, que les films d'Audiard, que les films de Lautner, scénarisés par Audiard. Ce sont les plus belles amitiés qui soient, en tout cas amitiés viriles. Et donc on se retrouve très très vite à avoir un phrasé que l'on mettrait dans la bouche de Lino Ventura, de Bernard Billet, de Francis Blanche. Et donc on a une parenté qui vient par la bande sur Audiard. Mais la base, c'est cette amitié virile qui n'est pas mielleuse, qui n'est pas gnangnan, où les gens se rentrent dedans, mais où on perçoit en fond, en arrière, qu'ils s'aiment réellement. Et en s'aimant réellement, ils s'engueulent passionnément. Et donc voilà, c'est de là que me vient cette parenté. On associe souvent mes romans à une écriture à la Audiard, et ensuite on passe sur San Antonio parce que c'est un pape du polar humoristique. Mais de base, mon écriture ne vient pas d'eux. Elle les rejoint, mais elle ne vient pas d'eux. Donc bien sûr San Antonio, Frédéric Dard, mais comme le dit si bien Nick, ce sont les gens qui nous assimilent à ces auteurs-là, parce que San Antonio est très certainement le plus connu. Il y a du San Antonio et du Audiard, mais je suis aussi un grand fan de tout le polar des années 50 à 70, donc il y a aussi du Pierre Vial-Lesoux, il y a aussi du René Fallet, il y a du André Héléna. Il y a tout ce genre-là qui était très utilisé à l'époque dans le polar et dans le noir, le Simonard, voilà, où il y avait énormément de dialogues et où ça clashait dans les dialogues. Frédéric Dard ne l'a pas inventé, c'est lui qui l'a le mieux exploité avec aussi Audiard, parce qu'Audiard, on parle toujours d'Audiard le dialoguisme, et le terminus des prétentieux, Méfiez-vous d'une blonde, sont des romans totalement fabuleux. Et où je rejoins Nick, c'est que j'aime beaucoup San Antonio, je préfère encore l'écriture de Frédéric Dard, mais c'est pas Beru n'est pas non plus mon personnage préféré, même si c'est lui qui a fait fonctionner San Antonio. Les tout premiers San Antonio n'ont pas du tout marché, c'est quand est arrivé Beru que ça a fonctionné, tout simplement parce que Beru, à mes yeux, mettait en lumière San Antonio. Et quand on lit véritablement San Antonio n'a jamais été un comique, c'est un être en perdition, totalement sombre et noir, et c'est l'humour et le côté obscur de Berrurier qui donne ce côté drôlatique dans les histoires. Sinon, il suffit de dire j'ai peur des mouches, on se rend compte franchement que San Antonio n'était pas du tout un rigolo à l'origine. Et c'est là qu'on se rend compte que le polar humoristique, c'est très très ennuyeux en fait. Je suis pas tout à fait d'accord quand même. Hein. Non, vous croyez qu'on est des rigolos comme ça, etc. Donc c'est vrai. Mais il y a énormément de boulot, il y a énormément de réflexion sur cette écriture-là pour la faire paraître légère. La recherche de légèreté dans le ton est effectivement un de nos, enfin pour moi, un des principaux travaux à faire dans le roman. L'histoire, elle va toute seule. L'histoire, on la maîtrise. Elle apparaît d'ailleurs au fil des pages en général. Enfin, moi dans mon écriture, elle apparaît au fur et à mesure des péripéties. Elle est presque dictée par les personnages. Mais dès que les personnages ouvrent la bouche et se retrouvent l'un en face de l'autre, les dialogues ne vont pas de soi. Les dialogues, il y a un premier jet, il y a un deuxième jet, il y a un troisième, quatrième, jusqu'à ce que le ton juste et léger, hein, toute cette légèreté qui est apportée, ce phrasé qui doit couler de source, arrive enfin au lecteur. Vous avez la dernière version. Vous avez la version ultime où on a vraiment bossé pour que
pour vous faire croire que sortir une punchline, c'est facile. Et surtout, je pense que c'est pour tous les trois pareil. On est tout le temps, on est des funambulestes, des funambulistes, parce qu'on fait très attention à toujours être légèrement grossier, mais jamais vulgaire. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est pour moi, enfin je sais pas pour vous deux, mais pour moi c'est le plus compliqué dans l'écriture. Et au moment où il y a une vanne, il y a une réplique qui vient, et quand on la relit, on dit non, elle est à travailler, parce que comme ça, elle est vulgaire. Elle est drôle certes, mais elle est vulgaire. Et on n'a pas le droit de basculer dans la vulgarité qui est extrêmement facile par rapport à l'humour qui peut être graveleux, ce qu'on appelle la langue fleurie, la langue verte ou autre. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur dans l'écriture des Requiem. C'est le fil de fer de des proches. C'est les grossiers qui trouvent ça vulgaire. C'est vraiment, c'est le fil de fer, ne pas sombrer dans une blague facile, utiliser la blague facile, mais tourner autour, la manier, la monter pour que elle frappe au bon moment. Et si elle frappe pas au bon moment, on la vire. Il y en a plein des blagues. On peut trouver des choses, mais voilà, pour qu'elle tape au bon moment et qu'elle serve à quelque chose, pas uniquement ouais, t'as fait un truc rigolo. Bon, alors on se connaît dans chacun de vos livres. Vous avez l'idée d'interpeller le lecteur en particulier dans vos... Et ça vient d'où? Ça vient c'est San Antonio ou ça vous est venu naturellement? Ah non, là moi je revendique que ça c'est San Antonio. C'est l'école San Antonio, c'est un des premiers qui a vraiment... Voilà. Frédéric Baird avec San Antonio est un des premiers auteurs qui a vraiment interpellé, qui a rendu le livre interactif. Ça oui, aucun de nous l'a inventé, on lui a vraiment pompé sa façon d'écrire là-dessus, parce que moi personnellement ça m'amuse énormément, même d'insulter entre deux mon lecteur, ce qui me plaît vraiment. Moi je le fais assez peu, par contre un des ressorts principaux de l'humour de mes personnages qui, encore une fois, ne veulent pas être humoristiques, c'est de parler à l'universel. Ils vont asséner des grandes vérités universelles pour que chacun se sente interpellé. Ils disent rarement « je », ils parlent souvent à la troisième personne pour que vous vous sentiez pris par la main en disant « ouais, c'est comme ça que ça se passe ». Voilà. Mais bon, moi j'interpelle assez peu le lecteur, ou parfois quand le sujet le veut, mais c'est assez rare. Mais par contre, j'interpelle la fibre universelle de chaque lecteur. Donc oui, c'est vrai que San Antonio a été un des précurseurs. Je dirais aussi, je rajouterais, mais c'est ce qui m'inspire aussi, c'est Céline qui écrivait un petit peu de cette manière. Moi, personnellement, il y a deux Cicérons dans les bouquins, il y a le narrateur, et puis il y a le personnage qui parle. Donc chacun est bien défini, ils n'ont pas tout à fait le même rôle. En tant que narrateur, il est beaucoup plus neutre. En tant que personnage qui s'exprime, il exprime ses propres idées et il peut déraper un petit peu. Par contre, alors, tous les autres personnages que l'on livre auraient le même mot, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, j'ai un petit main sur ce qu'ils font. Ça vient automatiquement. Contrairement à Annie, que je réécris rarement ou quasiment jamais les dialogues que j'ai faits, je modifie parfois, je fais des répétitions, des choses comme ça, mais c'est en écrivant que ça vient. C'est comme un petit dit en mangeant, en écrivant, les personnages se mettent à sortir des trucs qui parfois m'échappent. Vous voyez, quand j'ai parlé d'universel, je disais on fait tous ça, et lui pas du tout. Différemment. Donc justement, alors pour illustrer ça, moi j'avais noté là, chez Stanislas, dans Extrait de Requiem pour un fou, à un moment, tu dis « Et voilà, une fois de plus, je me suis envolé dans une gâterie puissante, je suis sorti de mon texte, et toi, tu ne me dis rien, tu me laisses faire, j'ose espérer que c'est parce que Dieu est de mon avis, sinon, bah, tant pis. » Le message est clair. Là encore, on a une mécanique très déprogienne, où dans toutes ses chroniques, il s'excusait de s'être interrompu lui-même par ses digressions. C'est vrai. Dans toutes ses chroniques, il dit, bah voilà, il revient à sa phrase en disant, après toutes mes digressions, voilà, que vous avez laissé passer d'ailleurs, et j'en reviens à ça, et puis il repartait dans une nouvelle digression. Ce qui fait qu'avec 2 phrases, il faisait une chronique de 4 pages. Je passe pas. On parle de toi. Tu vas m'accuser de plagier les proches, donc c'est bon. Non. Alors, il n'y a pas de plagiat, il y a de l'hommage. Oui,
Oui, moi je le ressens plutôt comme un hommage. Ouais. Non, moi je copie. Il est mort, globalement. On est dans une période où on ne peut plus rien dire sans dire « Ah, bah alors, des proches, je n'aurais pas pu le dire. » Et hop. C'est un peu. Alors, pour Cicéron, moi, ce que j'avais noté dans « Tiens bon le pinceau, il y a des couleurs », donc il y avait cette phrase. « Et comme je vous sens impatient, je ne vais pas vous faire attendre la conclusion pour vous livrer ce qu'il se passe dans l'arrière-boutique de la compagnie aérienne russe dans laquelle vient de pénétrer Lucie. » Sacré problème. Et là, c'est là que le lecteur devient actif, en fait, parce que je parle au lecteur de ce qui se passe dans mon dos, en fait, donc, et dans le dos des personnages. Et bon, par contre, effectivement, j'y reviens un petit peu après. Hein, donc, je ne ferme pas de porte, hein, je ferme aucune piste. Et normalement, quand je le relis, tout ce que j'ai annoncé se déroule dans le bouquin. C'est une technique, on va dire. Alors, il arrive que c'était à toi qu'on posait la question, tu démerdes un peu. Il arrive que je n'ai rien à dire. Là, peut-être Nick va avoir quelque chose à dire. J'ai consulté un truc pour Nick. C'était un peu moins évident avec Nick parce que tu interpelles un peu moins le lecteur, mais moins différemment, comme tu l'as dit. Donc, moi, j'avais noté la phrase suivante, dans l'extrait de Laisse tomber. Qui plus est, je ne convoite pas la joyeuse engeance sans cesse renouvelée des collègues de boulot pour la bonne et simple raison que je ne travaille pas. Ne vous embarquez pas sur les traces de Kelloch en m'assimilant à la horde grossissante des chômeurs. Gardez un peu de pathos pour vos vieux jours. Original. Ouais, des mots de 3 syllabes compliqués. On me taxe assez régulièrement d'être élitiste, parce que moi-même je ne comprends pas ce que j'écris. Ça te fait bien, quand même. Non mais c'est ça, en fait j'écris une première fois la phrase en langage courant, et ensuite je change tous les mots par des synonymes qui permettent de noyer le poisson et de perdre le fil du lecteur. Ce qui fait qu'en un seul bouquin, il le lise 4 fois. C'est super. Tu veux dire un peu sur le fait que j'écris mal? Non, c'est ça qu'on se rate, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Alors maintenant, une autre question, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, en revanche, Stanislas et Cicéron n'ont pas fait. Je vous demande quand même tous les trois, c'est comment construisez-vous vos romans? C'est des idées qui vous viennent au fil de l'eau, ou bien est-ce que vous avez un plan précis? Alors, en ce qui me concerne, 0 plan précis. Je commence toujours sur une situation, sur une phrase, sur une anecdote, sur quelque chose que j'ai vu, enfin c'est quelque chose qui m'amuse en fait. Généralement, il faut que le démarrage... alors je ne sais pas du tout qui va mourir dans l'histoire, et encore moins qui a fait le coup. Ça vient vraiment au fur et à mesure. Il n'y a qu'un seul bouquin des sous-X. Quand j'ai commencé, j'avais la fin en tête, mais c'est vraiment le seul. Sinon, généralement, il faut attendre les 2 tiers de l'écriture pour que ça commence à prendre forme. J'essaye de... Je me mets à la place de Cicéron, puisque c'est lui qui parle, et je fais l'enquête avec lui, donc il fait ce qu'il peut, en fait. Hein, on fait une analyse graphologique, ce que ça va donner, ça donne pas ce que je veux, donc on en fait une autre. Enfin, voilà. Mais je ne sais jamais où je vais. Jamais. De plus en plus, je pars du titre. En fait. De plus en plus, je commence avec un titre. Laisse tomber est venu du titre. J'avais laisse tomber. Voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait une notion de quelqu'un qui tombe. Donc j'ai mis quelqu'un sur une rambarde. Et puis je me suis dit, ça serait amusant si la personne sur une rambarde serait obèse. Parce qu'un obèse sur une rambarde, je trouve ça plus drôle que quelqu'un qui n'est pas obèse. Donc voilà, j'ai mis un obèse sur une rambarde. Puis après, je me suis demandé qu'est-ce qui ferait qu'il arriverait là. Voilà. Cette phrase était grammaticalement pourrie, on est d'accord. Et puis ensuite, voilà, ça se poursuit comme ça. Et puis après, on trouve un personnage, on en trouve un autre, et puis on les articule, etc. Donc pour reculer, moi là je pars de des proches, peut-on rire de tout? Et donc je prends un sujet de société sur lequel logiquement on ne peut pas plaisanter, on n'a pas le droit, et je décide d'en faire une énigme policière à l'intérieur, mais surtout où au fur et à mesure Requiem va interpeller le lecteur sur ce problème de société. Le dernier c'est les SDF qu'on croise dans la rue et puis la plupart du temps on tourne la tête. Il n'y a aucun, tout comme... comment vous appelez monsieur Cicéron tout comme Cicé, j'ai aucun plan pour cela. Par contre, d'autres bouquins, comme Ils étaient 20 et 100, là il y a un plan totalement complet, puisqu'il y a de l'historique ou autre, mais pour tout ce qui est les aventures de Requiem, c'est juste un problème de société sur lequel au départ on ne devrait pas plaisanter, et où je décide justement de m'amuser avec pour, je ne vais pas dire ouvrir les yeux, mais pour qu'on en parle un peu plus.
comme tous les trois, vous écrivez comme de manière très différente. J'aimerais savoir quel est votre type d'humour préféré. C'est une question pas difficile, ça, c'est pas difficile. L'humour. C'est pas la pire. Bon, l'humour radieux, j'aime pas trop. J'aime bien l'humour anglais, par exemple. L'humour noir, j'aime beaucoup aussi. Et je ne sais pas si ça transparaît vraiment dans ce que moi-même j'écris. Bon, j'aime bien l'humour. Le cynisme, j'adore le cynisme. Voilà. C'est un Qui ça? Oui, ben, je pense qu'elle va convaincre là. Non, moi j'aime l'humour à froid. J'aime le non-sens. Alors ça va être très très prétentieux, mais en fait, moi, en même temps, j'ai bien commencé en étant très très prétentieux. J'aime passionnément l'intelligence. Et donc, l'humour avec intelligence, c'est vraiment ce qu'il y a de plus. Même ça peut être graveleux, ça peut être vulgaire, si on sent qu'il y a un background derrière, si on sent qu'il y a quelque chose qui va poser le bonhomme, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Donc, on peut faire des concours de paix si ceux qui le font maîtrisent complètement ce second, ce quatrième, ce 12e degré qui permet d'établir ça. Ouais, dans la vie, j'aime cet humour-là. Et puis ensuite, comme j'aime passionnément les mots, ça permet justement de poser un humour à froid, parce que je vais décrire un truc sordide, mais avec un langage plutôt soutenu. Et donc le sordide avec un langage soutenu, c'est drôle. Enfin pour moi, c'est drôle. Après, Nick, toi, tu imagines quand même des situations incroyables. Oui. D'accord, ouais. En même temps, c'est vrai que les livres trop réalistes, pour moi, j'en perds le sel. Je préfère que mes personnages soient complètement décalés pour que rien que leur existence, pas caricaturaux, c'est pas une question de caricature, c'est-à-dire que je veux pas taper dans un ensemble, c'est vraiment, il faut qu'il soit décalé. Quand je fais un gourou de secte, il faut qu'il soit complètement décalé. Quand je fais une femme qui vit seule et qui parle en permanence à son mari, faut que ça soit décalé, surtout pour la situation de son mari. Vous lirez dans le livre, ils sont en vente. Gainsbourg disait la connerie c'est la décontraction de l'intelligence, donc comme le dit Nick, il faut toujours qu'il y ait un fond intelligent derrière. Par contre, en matière d'humour, moi ça va aller de l'humour de Les Nuls, en passant par Robert Lamoureux, par les dialogues d'Audiard, et actuellement... Et actuellement, s'il fallait citer des nouveaux comiques, je dirais Gaspard Proust et Jérôme Ferrari. Je suis vraiment un fan de l'humour noir, où justement, c'est ce que j'essaye de faire, où on va lever un problème de société, un truc très violent, et essayer d'en rire pour en parler aux gens. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. On a oublié malheureusement Robert Lamoureux, il est tout le temps oublié, alors que ce type a fait des sketchs génialissimes, et il a lancé on peut dire les bases de l'humour moderne, quoi, comme en Angleterre, tu parlais de l'humour anglais, les Monty Python et l'opéra, c'est le cas de le dire. De nos jours, il existe encore des auteurs anglais qui sont absolument merveilleux. Vous prenez toute la série des Wilt de Tom Sharp, c'est absolument merveilleux. C'est un humour qui ne veut pas être drôle, mais si vous riez pas en les lisant, c'est que vous n'êtes pas le lecteur pour ce bouquin, parce que c'est vraiment c'est un fil tendu sur de l'humour à froid, mais total, c'est absolument merveilleux. Et il y a encore pas mal de choses. Même si on parle essentiellement au passé pour citer les grands anciens, mais actuellement, il y a encore pas mal de cet humour-là qui existe. Je suis plus dubitatif sur Ferrari. J'aime beaucoup Proust, je suis plus dubitatif. Depuis que je l'ai vu en spectacle, j'ai changé. Il faut pas regarder les sketchs télé, il faut aller voir en spectacle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi la diffusion. Ce qu'on peut rajouter, c'est que à l'heure actuelle, puisqu'on parle d'humour et d'humoristes, j'admire énormément les femmes qui vont beaucoup plus loin que les hommes, osent des sujets encore plus... et les femmes
on passait un degré que les hommes n'ont pas franchi le palier. Les seuls qui ont essayé de franchir ce palier, je ne donnerai pas de nom, mais sont devenus assez vulgaires, qu'elles arrivent à aller très loin, tout en restant sur ce fil tendu. Et j'admire voilà, des Blanche Gardin, des gens comme ça, Laura Lone, elles me font énormément rire. Et en France, on est encore très très loin du compte. Je vous engage à, si vous avez un abonnement Netflix, vous tapez stand-up dedans et vous prenez tous les stand-up de femmes américaines, et je vous assure que c'est du bonheur pendant des heures. Et on est très 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 loin du compte avec nos humoristes français. Ce qui permet de voir de Gad Elmaleh en version originale. Oui. Quand il parle québécois, je veux dire. Bon, alors j'ai trouvé quelques perles dans mon roman, hein, donc je vais en lire quelques-unes. Hein, des perles ou des coquilles? Parce que les coquilles, c'est... Non, c'est pas des perles. Moi j'appelle ça des perles parce que je trouve ça très drôle. Donc je vais commencer par Stanislas, donc avec un extrait de Requiem pour un fou. Donc ça c'est monsieur là. Non loin de la table où je suis, deux types discutent. Ils paraissent avoir passé la limite d'alcool ingurgité pour tenir un raisonnement cohérent. Mais vois-tu, parfois la bébé rend con, violent, parfois elle rend poète. Elle m'a quitté, tu me l'as déjà dit. La vie est une pute. Et elle, bah, elle est toute ma vie. Ah ouais, quand même. Tu reprends un coup, c'est ma tournée. Allez, vas-y. Patron, la même en couleur. Je vais essayer de la séduire à nouveau. Tu veux te remettre avec elle? Oui, je l'aime. Faut pas. Bon, pourquoi? Vouloir se remettre avec son ex, c'est comme regarder Titanic une seconde fois et croire que le baron ne va pas couler. Merde, patron, pas de glaçon dans le jaune, il vient de m'écœurer de la flotte. J'avoue que c'est fort. Merci. Il y avait 2 places sur cette planche. Ouais, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que j'avais? Donc Cicéron aussi, c'est pas triste aussi. Je sais pas où c'est qu'il l'a cherché, celle-là, je vais vous la lire. Donc, Mareux, l'art de son épaule d'agneau de gousse d'ail, ça m'évoque, je ne sais pas pourquoi, l'époque où elle me courait après pour me coller des suppôts qui sentaient le camphre. Là, je vais lire Cicéron. Souvenir personnel. Tu peux pas faire autrement. Et à cet âge-là, qui ne s'est pas mis une gousse d'ail dans la bus n'a pas vécu. En chemise, monsieur. En chemise. Alors, pour Nick aussi, j'en ai une qui est pas mal. Je trouve ça. Ah, t'as réussi à en trouver? Ouais, mais j'ai mal. C'était celui que j'ai eu plus de mal. Non, c'est pas mal. Alors, pour Nick, c'est un extrait de Bras dans le mur. Donc, eh ben, on n'est pas passé dans la tempête. On sentait le vent souffler. Ça me rappelle quand je pratiquais les sports extrêmes. Tu faisais de la chute libre, toi? J'ai demandé. Bien plus dangereux, mon ami. Bien plus dangereux. Parfois, je contredisais ma femme. C'est pas vrai. Ça va, ça va. Alors, une autre question, donc pour tous les trois, donc vous l'avez aussi évoqué un petit peu tout à l'heure, l'humour c'est aussi le moyen de passer des messages et de lancer des pics. Alors si c'est vrai. Oui, alors c'est vrai que dans mes bouquins, il y a beaucoup de... Pas forcément mes idées d'ailleurs, en fin de faits de société. On est des filles vit dans son monde à lui, son monde à lui c'est la banlieue à nous, donc bon, j'observe beaucoup, j'aime beaucoup observer, et ça c'est sûr que ça m'alimente et ça ressort dans les bouquins. Je peux critiquer la politique, je peux critiquer la religion, je peux critiquer tout un tas de choses, avec parcimonie, hein, c'est pas non plus de... C'est ça. Mais parcimonie, on est dans les deux. Quand parcimonie s'y va, ben, j'y vais, voilà, j'attaque un peu. Voilà. Je me souviens plus de la question. Tu te souviens de la question? Ouais. Moi j'ai répondu tout à l'heure. Je vais la répéter. Hein. Alors, est-ce que l'humour ce n'est pas aussi le moyen de passer des messages? Ah ouais, non, lancer pas des de message, non, pas de message. Ici, achetez mes livres. Non, alors, ouais, enfin, j'essaye d'éviter, si possible, la profondeur du message. J'essaye d'éviter la vérité toute faite, il n'y a que les cons qui ont des certitudes. Et donc, en fait, ouais, comme les regrettés anciens, je travaille beaucoup sur la connerie. Je travaille beaucoup sur la définition de la bêtise, la définition de l'égoïsme, la définition de
de la mise en avant. Donc effectivement, mais par contre, comme j'ai toujours une très grande tendresse pour mes personnages, c'est assez compliqué pour moi de les détester. Donc en général, les personnages que je déteste, je les tue assez rapidement, et j'ai du mal à créer des vrais salopards. Donc je suis toujours en train de penser un peu ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, même quand ils disent des horreurs, mis à part la violence des personnages que je ne pratique pas du tout, même dans mes personnages les plus abjects, il y a quand même une part de moi. Donc j'essaye pas de faire passer des messages. Les messages sont là parce qu'on vit dans une société, donc il faut parler de la société dans laquelle on est, sinon je ferais de l'héroïque fantasy, les gens se frieraient à coups de hache et des coques de mailles. Mais, et encore, là aussi, tu peux faire passer des messages sur la société actuelle en signant des coups de hache et en mettant un elfe. Mais le message pour le message, j'essaye d'éviter. Je trouve ça aussi trop casé. Quand on fait de l'humour, le coup de hache pour se fendre la gueule, ça peut être pas mal. Mais non, alors passer des messages, tout dépend de ce qu'on appelle passer des messages. Je vais pas dire aux gens, faut penser comme ça. Je veux juste, moi, m'amuser à lever, comme je disais, un fond sérieux, un fond qui peut être tabou ou autre, et en faire, contrairement à Nick, des méchants, des salauds, et les faire passer pour des vrais cons. C'est ce qui m'amuse. C'est comme ça que je m'amuse, et puis je suis content, je vais traiter d'un sujet sérieux derrière, ça fait bien pour le CV. Alors, j'aimerais aussi maintenant aborder autre chose, c'est votre rapport avec le cinéma. Votre film préféré et votre réplique culte, si vous en avez une. N'importe quoi, Très compliqué, en manière de cinéphilie, je suis plutôt très éclectique. Bon, j'aime beaucoup les comédies françaises, les films anglais, on parlait de Ken Loach tout à l'heure, je ne sais pas qui, là, donc c'est bien mon univers. C'est pas forcément des films rigolos d'ailleurs. Par contre, mon film préféré. Est-ce que c'est aussi une source d'inspiration? Ben, ça peut. Ça peut, alors pas forcément de cinéma, ça peut être un film que j'ai vu à la télé, ça peut m'inspirer ou me guider sur une piste, effectivement. Mais je suis tellement éclectique en cinéma que c'est difficile de faire le lien entre ce que je peux écrire et ce que je peux regarder en film. Vraiment très compliqué. Alors je vais plus élargir ta question, parce qu'en fait le cinéma n'est pas une source d'inspiration. Enfin, il n'en est pas plus une que la lecture, que la BD, que la comédie, que les comiques ou que la vie de tous les jours. Non, moi j'ai un défaut, enfin c'est pas un défaut, c'est ma façon d'être. Je ne peux pas comprendre quelque chose si je ne me fais pas une image mentale. Il y a des enfants qui apprennent comme ça, ils n'apprennent que parce qu'ils voient les choses, il y a des enfants qui n'apprennent que parce qu'ils entendent les choses, il y a des enfants qui n'apprennent que parce qu'ils manipulent les choses. Moi je suis un visuel, ce qui veut dire que si vous me dites quelque chose, je dois me faire une image mentale pour la comprendre. Ce qui fait que mes livres sont construits sur une succession d'images mentales, une succession de scènes. Globalement, on pourrait dire que mes livres sont des scénarios. Il n'y a pas de didascalie qui permettent de savoir où sont les personnages. Ça se fait par la description, ça se fait par la narration, mais de base, mes livres sont conçus, chaque chapitre est conçu comme une scène à part entière que je suis obligé de visualiser. Donc forcément, mes sources d'inspiration sont visuelles. Elles ne sont pas piochées dans le... Je pourrais parler du cinéma des années 70, je pourrais parler des gens qui avaient des blousons en cuir avec les manches remontées. Non, voilà, c'est ça ce qui fait qu'il fait un pied totalement beau. Mais globalement, voilà, je pourrais parler de ce cinéma-là où le cinéma était bavard, où il y avait plus de dialogue que d'action. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi énormément de lecture, il y a aussi énormément de déconnades avec des amis. Voilà, c'est tout ça qui amène le rythme de l'histoire et le rythme de l'écriture. Pareil, c'est très compliqué. Film préféré, je ne sais même pas si j'en ai. Il y a des films que j'ai vus des tas de fois et c'est pas forcément des films qui vont m'inspirer. Je ne sais pas combien de fois j'ai vu. Je travaille avec souvent un même musique en fond, c'est Gainsbourg, Vie héroïque,
qui n'a pas de dialogue percutant ou autre, mais tout simplement parce que j'aime beaucoup Gainsbourg ou autre. Après, dans mes films préférés, on va trouver tous les Lautner, Belmondo, dialoguer, parodiard, vous êtes bien les faire tous en émotion. Comme ça, il paraît qu'on va me mettre à sec, lequel des deux commence. Et j'adorais ce genre de dialogue avec il y avait la répartie, il y avait la gestuelle, il y avait le pourpif qui arrivait juste derrière. Mais après, il y a des films comme Brokeback Mountain qui sont fabuleux aussi. Mais par contre, je me sens pas, quand j'écris, je me sens pas inspiré par les films. Inspiré par parfois un personnage ou par un objet, puisque voilà, Requiem a racheté aux enchères la Ford Mustang du Marginal. Là, oui, ce sont des objets cultes. D'ailleurs, je ferai un appel aux dons, si quelqu'un peut me l'offrir. Moi, je suis preneur pour moi perso. Cette bagnole est fabuleuse. Ouais, dans l'Assemblée, mon personnage principal est cinéphile par obligation, vu qu'il passe sa journée à regarder les DVD qu'il tient d'un vidéoclub. Et donc j'ai pu mettre dedans toute ma culture cinématographique, enfin, pas l'intégralité de ma culture cinématographique, mais un grand bout de ma culture cinématographique d'un enfant né dans les années 70. Profonde, derrière la porte verte. Exactement. Les leçons de Carola. Parce que le cinéma scandinave est souvent oublié. Voilà. La doctoresse a des gros seins. Exactement. Et donc voilà, mais ça va de Sergio Leone au western pourri, Lord de McKellar. Enfin, ça peut être... voilà. J'ai pas de cinéphilie prétentieuse où on va mettre en avant le phrasé cinématographique d'un auteur. Non, mais c'est voilà, un enfant né dans les années 70, c'est mangé à la télé ou au cinéma énormément de cinéma qui est devenu culte maintenant, et donc c'est ce qui nous constitue. Alors j'ai encore une dernière question, c'est votre pseudo. Pourquoi vous avez un pseudo et comment vous l'avez choisi? Vous avez 2 heures. C'est la dernière question. Moi j'y ai répondu tout à l'heure, donc c'était vraiment un pur hasard. J'ai un pseudo, tout simplement j'écris la personne. Donc c'est le narrateur, c'est le détective en fait, donc j'ai pris un pseudo. Au début je voulais trouver quelque chose d'intelligent, j'ai pas trouvé. Donc, et puis je me suis habitué à lui, donc ça fait 2 bonnes raisons pour le garder en fait. Vous voyez, c'est vraiment l'humour un hasard. Voilà. C'est ça. Voilà, l'humour à froid, c'est exactement ça. C'est le temps de latence entre j'ai cherché quelque chose, j'ai pas trouvé. Voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En plus, je ne parle pas dans le micro. Donc, mon pseudo, il me date de mes... Ouais, c'est un pseudo. Mais en même temps, pas tant que ça. Enfin, oui, Nick, c'est parce que je m'appelle Nicolas. La surprise. Le jardinier. C'est ça. Voilà une belle reconversion. Voilà, c'est ça. Garden. C'est ça, Nick Garden. Non, mais voilà, j'ai commencé à écrire quand j'avais 15 ans. À cet âge-là, quand on est ado, on commence à changer sa façon d'écrire parce qu'on a quitté l'école primaire, parce qu'on a quitté les belles boucles. Donc moi, je venais de changer ma façon d'écrire les G, donc il me fallait un nom qui commence par G. Je faisais des jeux de rôle où j'allais créer le personnage d'un elfe, et tous les elfes se finissent en L, donc Galadriel, Glorfindel, etc. Donc j'ai cherché un truc, je suis tombé sur Gardel sans savoir ce que c'était que le tango. Je précise, parce que quand on a 15 ans et le tango, c'est un univers assez éloigné. Et donc voilà, c'est devenu Nick Gardel, et puis à partir du moment où j'ai commencé réellement à écrire, il y a une certaine tendresse à le garder, et Gardel, voilà. Et puis c'est pas très loin de Nickel, ça marche. Donc voilà. J'ai pris un pseudo parce que j'ai eu une toute petite maison d'édition. Et j'ai fait publier un roman par ma maison d'édition, mais je voulais pas que le comité de lecture sache que j'étais derrière. Donc j'ai pris un pseudo. Alors Stanislas, tout simplement pour Belmondo, Stanislas Borowitz. Et Petrovski, parce que ça sonnait bien, qu'il me fallait un nom arménien, mais j'étais assez con pour pas le mettre en lien. Donc je me suis complètement planté. C'est un arménien qui m'a dit, mais chez nous ça aurait été Petrovskian, monsieur. Dommage, c'est raté, mais bon, je le garde parce que j'ai déjà fait 3 livres. Vraiment, on va pas changer maintenant, ça serait con. Eh bien, merci messieurs. Et maintenant, je vais passer la parole à l'auditoire. Peut-être que vous avez des questions à poser. Bonjour. Je plaisante.
J'ai une question. J'arrive de Lille. Les méchants. J'ai une question. Est-ce qu'on peut rire de tout, de tous les sujets? Ou est-ce que vous faites attention à... Vous aimez ces sujets, justement? Enfin, pour moi, la réponse n'est pas dans le sujet, la réponse est dans l'intelligence de l'interlocuteur. On peut rire absolument de tout. On peut rire absolument de tout. D'une part, il ne faut pas que la personne en face soit blessée. Et d'autre part, il faut être suffisamment fin pour que ça ne sombre pas dans la méchanceté ou dans le graveleux. Ou, voilà, je pense à des sujets graves comme voilà, les femmes battues, on a vu un humoriste se rater complètement sur une blague, par exemple. Je pense. Ouais, mais globalement, faire une blague chez Hanouna, c'est quand même super mal parti. Et là, en plus, vis-à-vis de cette blague, qui n'est pas forcément drôle, qui n'est même pas drôle, on a un gros souci, c'est qu'elle a été faite il y a 3 ans à la télévision et qu'elle est passée comme une lettre à la poste. Et qu'aujourd'hui, elle est totalement, le mec a flingué sa carrière. Bon, je ne vais pas défendre la carrière de l'humoriste, mais ça, par contre, j'ai du mal à comprendre comment il y a 3 ans ça passait et pourquoi aujourd'hui ça ne passe plus. Alors moi, je crois qu'on a évolué quand même dans le milieu féministe. Ouais, mais justement, on donne la parole aux femmes pour poser des questions. Et on reprend la parole, on est là. Et on compte bien rester là, monsieur. Donc, alors oui, on peut rire de tout, mais quand on dit rire de tout, on va pas forcément... Quand moi je dis que je ris de tout, bah, le premier, tu l'as lu, c'est un sujet très dur, c'est entre la prostitution et la pédophilie. Mais je ne rigole pas de la prostitution et de la pédophilie, je me moque de ceux, et je les fais passer pour ce qu'ils sont. Tu dénonces le sujet, voilà. Mais voilà, c'est ce que disait Nick, il faut que ce soit fait avec intelligence derrière. Et c'est pour ça que j'aime tes livres. Ouais, merci. Alors que moi, dans Laisse tomber, par exemple, où essentiellement je torture... Non mais Laisse tomber, elle n'aime pas tes livres. Elle ne m'a pas lu, c'est pour ça qu'elle a... J'ai lu le dernier guidon, je te l'ai dit. Tu l'as même chroniqué. C'est vrai. Donc il n'y a aucune connivence entre nous. Mais on va continuer à parler. Non mais en fait voilà, moi je me moque et je suis très agressif face aux personnes âgées. Hein, alors que tu seras vu un jour. Oui, et puis globalement dans mon immeuble il y a que 4 femmes sur 6 personnages, alors que de base la lectrice a plus de 50 ans et c'est elle qui achète les bouquins, donc c'est se tirer une balle dans le pied en étant en disant qu'une femme de 50 ans est âgée. Voilà. Je ne vous salue pas. Ce qui est bien, c'est que les camarades peuvent se démarquer. Non, mais voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que on peut rire, vraiment tant que enfin, je suis pas en train de m'envoyer des fleurs en disant j'essaye de faire les choses finement, mais oui, on essaye de faire les choses finement et on essaye de ni de blesser, ni de surprotéger la personne. Non. Je confirme que c'est très bien fait dans ton dernier livre, tu ne te moques pas de personnes âgées, c'est bien amené. Merci. Si moi, je pense qu'on peut dans tous les sujets, et comme tous les sujets ne me font pas rire, si tu veux, bah, je vais où ça me fait rire. Ouais. Puis c'est tout, je me pose pas plus de questions que ça, quoi, en fait. Bah, mais je me fixe pas je me censure pas tout seul. Voilà. Merci. Quelqu'un a une autre question? Peut-être. Oh, c'est bien vendu. Ouais. Moi, j'ai remarqué que vous aviez un autre point commun, c'est que vous aviez des séries où on retrouvait vos personnages. Alors, est-ce que c'est typique à l'humour? Je ne pense pas, mais est-ce que ça vous facilite la tâche, histoire de ne pas replanter à chaque fois un décor, ou alors de fidéliser l'électorat? Alors, il y a la fidélisation, c'est possible, et c'est déjà premièrement notre fidélisation à nous. Donc, moi, je suis attaché à mes personnages. Quand j'écris, j'ai vraiment l'impression d'être dans leur milieu, dans leur univers. Et j'arrive justement, là j'ai fait le 10e, je commence à me poser des questions en me disant est-ce qu'il ne faudrait pas, alors sans tout bousculer, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour sortir un peu de cette zone de confort qui fait qu'on les connaît si bien que... Enfin, moi mes personnages ils ne me surprennent plus. Il faut rire, ils ne me surprennent plus. C'est les femmes qui changent, les femmes des personnages. Non, ils s'accumulent. Donc là, j'en ai cumulé quelques-unes parce qu'elles s'accumulent. C'est un grand fidèle dans son intimité. Il reste très fidèle à tout, alors ça devient compliqué. Voilà. Très compliqué. Moi, je me mets à la place du personnage, je me dis comment il fait, donc... Alors moi j'ai beaucoup de mal à écrire des séries, en
fait parce que je m'y ennuie assez rapidement. Tu en as fait deux, J'ai fait deux séries, j'ai fait même une trilogie qui a 4 tomes. Il y en a d'autres qui ont fait des trilogies à 4 tomes, dire le maître. Mais voilà, en fait, à chaque fois que je reprends un personnage, très rapidement, il se retrouve en personnage secondaire et il y en a un autre qui arrive. Moi, dans ma jeunesse, j'ai adoré deux choses qui n'ont absolument rien à voir avec le polar. J'ai adoré Pierce Anthony, qui faisait de l'heroic fantasy, où d'un tome sur l'autre, c'était un personnage secondaire qui prenait le premier plan. Et on racontait une nouvelle histoire avec un personnage secondaire. Et j'ai aussi adoré Isaac Asimov, qui, au bout d'une quinzaine de romans, s'est dit « Mon univers est cohérent, donc je vais regrouper l'intégralité de mon univers dans une série de bouquins où il s'est mis à recoller les morceaux de tous ces romans épars. » Et ça, je trouve ça drôle. Ça, je trouve ça intéressant. Tous ces personnages vivent dans la même époque, donc potentiellement, ils peuvent vivre carrément dans les mêmes conditions, et donc ils peuvent se croiser, où un personnage de fond peut revenir. J'ai un personnage qui traverse quasiment tous mes romans depuis Musical Box, où j'avais créé un gars un petit peu barré, un petit peu fantasque, qui lui maintenant revient dans tous mes romans, le temps d'une scène, le temps de 2-3 scènes, même pas pour déverrouiller une situation, juste parce qu'il est là, parce qu'il existe, et que potentiellement il est intéressant. C'est Esteban. Oui, c'est Esteban qui avec parle sa voiture. avec une R5 GTS, et un gars qui parle moitié français, moitié espagnol, et l'intégralité de ce qu'il raconte est imbitable. On ne comprend absolument rien de ce qu'il veut dire, il est toujours super fumeux. C'est un gars que vous ne pouvez pas imaginer sans 25 bracelets faits en perles véritables, en bois flotté. C'est un gars qui est fantasque, mais qui vient dans tous mes romans, par-ci par-là, une petite scène, donc pas trop de séries, mais une cohérence d'univers. C'est plus facile pour moi. Donc Requiem, il y a déjà 4 tomes, il y en aura un 5e, et après moi je le mets en pause. J'ai décidé de le mettre en pause parce que faut pas non plus faire revenir tout le temps le même personnage et jouer, pas dans une certaine facilité, mais toujours dans le même milieu. J'ai décidé, je viens déjà faire une première aparté dans un univers totalement différent. Et ce que j'aime aussi, c'est surprendre les gens qui commencent à me suivre et ne pas leur resservir tout le temps la même chose. Et je suis arrivé à un point où je suis parfois obligé de me relire pour ne pas dire, est-ce que j'ai pas déjà fait cette vanne différemment, ce truc différemment? Et donc je pense qu'il est temps que je le mette en pause, peut-être qu'il reviendra plus tard, j'en sais rien du tout. Je vais laisser une fin, il y a une fin ouverte sur le dernier, mais moi je m'attaque d'ores et déjà à d'autres personnages, à d'autres choses, et pas forcément dans l'humour. Je veux changer au fur et à mesure, je veux m'amuser. Moi, ce qui m'intéresse moi, c'est de m'amuser quand j'écris, parce que je pense que si un auteur s'amuse et se fait plaisir, son lecteur, sa lectrice va le ressentir, et c'est pour moi le plus important. Et surtout ne pas un jour commencer à ennuyer en disant « Ah ouais, c'est pas mal, mais celle-là, il nous l'a déjà servi il y a quelques temps, il l'a juste légèrement modifié. » Ça, je veux surtout pas. Et puis ça tient du processus d'écriture, enfin, en tout cas le mien. Vous, lecteurs, pendant le processus d'écriture, vous n'existez pas. Sincèrement, c'est un travail solitaire. Je ne suis pas en train de vous parler, je suis en train de parler tout court, je suis en train d'écrire tout court et de construire. Je ne pense pas à votre lecture. Elle vient une fois que le livre est terminé. Pour moi, elle vient une fois que le livre est terminé. Mais le travail est un travail solitaire. Je ne pense pas au lecteur. C'est le lecteur ensuite qui s'approprie mon univers, mais tel que je lui livre, je ne suis pas en train d'écrire pour lui. Donc, à aucun moment, j'essaye de lui faire plaisir. Je me fais plaisir. C'est onaniste l'écriture. Je me fais plaisir, et quand je me suis bien fait plaisir, peut-être que ça va marcher avec vous. Conclusion, Nick Gardel est un branleur. Complètement. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière question? Vite, parce que si c'est le mot de la fin, je me tue. Une autre question? Ah, je kiffe de finir là-dessus. Nick, je suis désolé, c'est comme ça. Écoutez, On en fera le titre. Hein. Vous trouverez le DVD au fond derrière un rideau. quoi qu'il en soit, tous les trois, on a passé un très bon moment et je tenais à vous remercier. C'était vraiment super.